Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de Faction 1 intitulé Datamesh, la stratégie de données modernes. J'espère que vous allez bien en cette jolie journée du printemps. Moi, merci beaucoup de votre participation. Mon nom est André de Blois et je suis responsable de mission chez Faction 1 et je serai le modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Donc, juste avant de passer à la présentation en tant que telle, je voudrais juste souligner que chez Faction A, nous tenons des événements au cours de toute l'année. Donc, au mois de juin, le dernier événement du mois de juin qui nous reste, c'est le 17 juin. Donc, c'est demain, le 17 juin. Donc, nous tiendrons un atelier gratuit d'initiation à Power BI. Donc, c'est le dashboard Inodé. L'atelier s'adresse aux utilisateurs débutants et intermédiaires de Power BI. Les participants ont le plaisir de vivre le cycle complet de la création de rapports avec Power BI. Les cahiers d'exercices sont fournis grâce à la participation et collaboration de Microsoft. Les cahiers sont disponibles en français comme en anglais. L'atelier est donné en français et les cahiers sont disponibles dans les 9 langues et les participants peuvent réaliser les exercices de ces 5 laboratoires, donc 5 cahiers d'exercices. Les instructeurs de Faction A présentent les exercices, supportent les participants, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est virtuel, donc vous pouvez toujours vous inscrire. Et si vous voulez savoir en fait les prochains événements qui se tiennent toujours chez Faction A, vous pouvez aller voir sur le site web, sur notre site web. Je cherche la page. En fait, c'est la page de notre excusez, notre site web fait la promotion de tout l'ensemble des différents services, pas services, mais événements que nous tenons. Donc, je vais juste amener cette page-là ici, désolé pour ce petit instant. Donc, si vous allez sur notre site web, je vous suggère là, fortement de visiter régulièrement l'entrepôt, la page entrepôt, et c'est là que vous pouvez prendre connaissance des prochains webinaires que nous tenons. De plus, vous pouvez aussi accéder dans cette même page tous les anciens webinaires que nous avons faits. Donc, dans le passé, les webinaires sont enregistrés. Donc, vous pouvez réécouter à votre convenance chacun de ces webinaires. Puis, les webinaires, bon, il y en a sur tous les différents sujets relatifs aux analytiques, relatifs à la Power Platform, aux technologies Microsoft, aux services infonuagiques. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a, en fait, depuis 3 ans et demi, on a un ensemble une riche bibliothèque, je pourrais dire, de webinaires sur le sujet qui peut être d'intérêt pour vous. Donc, je vous suggère aussi également de vous abonner à notre page LinkedIn si vous désirez le partager. Là, il y a toujours possibilité de voir ces événements qui s'en viennent. Donc, n'hésitez jamais à visiter nos sites web et à vous abonner à notre page LinkedIn. Donc, juste brièvement, qui est Faction A? Faction A, c'est une compagnie 100% québécoise et nous sommes une escouade d'élite professionnelle spécialisée et dans les analytiques et dans le développement d'applications avec la Power Platform. Donc, nous sommes en mesure d'intervenir dans toutes les activités de mise en place de ces solutions, que ce soit de la planification, la réalisation, le support post-production. Donc, on est spécialisé sur les technologies de Microsoft uniquement et nous sommes partenaires officiels de Microsoft depuis 2016 et nous détenons la distinction Gold Data Analytics Partner. Si vous voulez en savoir plus sur Faction A, n'hésitez jamais à nous contacter. Pour notre atelier, nous avons le privilège et l'honneur d'avoir la participation de Microsoft en ces deux passionnés de données, soit Robert Luong. Donc, Robert, comment ça va, Robert? Merci André, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation en passant. Super, merci beaucoup d'être là, Robert. Robert est dans le domaine des TI depuis une quinzaine d'années, est conseiller stratégique chez Microsoft depuis 5 ans et aide plusieurs grandes entreprises à travers Montréal et Québec là, dans leur transformation afin d'accélérer la création de la valeur d'affaires. Nous avons également la participation de M. Benjamin Leroux. Bonjour Benjamin, comment ça va? Bonjour André, merci. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Donc, architecte de données Microsoft dans la plateforme de données. Et je dirais même, dans le domaine des analytiques depuis 25 ans déjà, dans le domaine des TI depuis 25 ans déjà, donc architecte spécialisé dans les analytiques, les mégadonnées. Tu es là depuis 5 ans chez Microsoft, tu aides les clients à établir leur architecture, à concrétiser leur stratégie de données, spécialisé dans le big data, l'analytique. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. C'est très apprécié. Merci, André. Tu me vends mieux que moi-même. Quand même. Tu as tous les mérites. Vous avez tous les mérites. Objectif de la présentation aujourd'hui, brièvement, démontrer ce qu'apporte DataMesh dans la gestion moderne des données et comment ça se concrétise aussi dans un environnement Azure. Et pour accomplir cet objectif-là, on a beaucoup de contenu à couvrir. Alors, je vais faire, dans un premier temps, comme vous savez, je fais toujours une brève mise en bouche, une brève mise en contact. Je vais la faire très rapidement pour passer la présentation à Robert. Robert abordera c'est quoi DataMesh avec les principes qui guident une stratégie de données moderne. Donc, il va aborder d'où ça vient, à quoi ça répond. Et par la suite, Benjamin va participer pour faire des exemples concrets d'architecture moderne avec DataMesh, présentera des patterns, tout ça accompagné d'une démonstration également. Et je reviendrai à la fin là, pour un mot de la fin, de conclusion. Si vous avez des questions, alors je vous rappelle que ce webinaire, idéalement, se veut interactif. Levez la main. Il y a un panneau aussi, une fenêtre prévue pour poser les questions. Donc, vous avez juste à le taper si c'est à propos dans ce qu'on couvre dans la présentation. On va les adresser dynamiquement. Et puis, sinon, il y a une période de questions prévue à la fin. Et si toutefois on n'a pas tout répondu aux questions, on va répondre aux questions après le webinaire. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous suggère d'utiliser le panneau de questions ou lever votre main pour toutes les questions. J'aimerais aussi indiquer que le webinaire est enregistré et qui sera accessible dans les prochains jours, là, si vous désirez le partager ou le réécouter. Vous aurez également accès à la copie de la présentation. Dès que le webinaire sera terminé, ça vous sera communiqué. Donc, merci. Fait que ça, c'est pour le logistique. Donc, je vais faire une brève mise en contexte, comme je viens de dire, puis on le voit avec tous les secteurs, dans tous les secteurs d'activité, on le voit avec la transformation fondamentale, toutes les entreprises deviennent des entreprises numériques et l'évolution de l'ère numérique se veut rapide. On a vu beaucoup de nouveaux concepts, de nouveaux produits, de nouveaux services à la vitesse grand V, puis c'est pas fini, là. On n'a qu'à penser à l'augmentation du nombre de données, hein, on l'a connu, la variété des données, les mégadonnées, la science de données. Pensez aussi juste au cloud, avec toutes ses capacités d'élasticité, autant au niveau de traitement que de storage, et tous les nouveaux services et fonctionnalités rendus disponibles aujourd'hui. Alors, c'est clair que toute nouvelle initiative, autant opérationnelle qu'informationnelle, prend forme de facto dans le cloud aujourd'hui. Les données sont un actif encore de plus en plus précieux pour toute organisation moderne, ce qui fait en sorte qu'une stratégie bien réfléchie dans l'architecture de données et dans sa mise en place s'impose. Et c'est on sait, une entreprise qui gère, gouverne, sécurise ses données a beaucoup plus de chances de survivre dans la nouvelle économie. Et c'est ce que nous allons entendre aujourd'hui avec c'est quoi DataMesh et comment ça s'implante. Donc, tout ça, ça va être couvert par Robert et Benjamin aujourd'hui. Et moi, je n'irai pas plus loin que ça pour passer le contrôle à notre ami Robert. Donc, je change le contrôle pour l'envoyer à Robert. Robert, si tu veux juste faire Show My Screen, je vais pouvoir te confirmer qu'on voit ton écran. Et moi, je vais fermer ma caméra pendant ce temps-là. Oui, on voit ton écran. Robert, si tu peux juste le mettre en slideshow, ça va être parfait. Attends un peu. Ça sera pas long. Je vois que ça s'en vient, puis on t'entend bien aussi également. Super, merci André. Alors, c'est la première fois que j'utilise cette plateforme. J'ai peut-être un peu de... Je vais le refaire 2 secondes. Fais juste un swap. André, peux-tu me confirmer?
OK, Oui, parfait. là, on le voit très bien. OK, là, on le voit vraiment, tu as fait ton swap. On le voit en plein écran, on t'entend bien. Ben, super. Super. Bon, ben merci pour tout le monde. Merci, André. Pour débuter, bon, ben, je vais couvrir la partie stratégie moderne des données, puis Benjamin va rentrer plus dans l'architecture avec une belle démonstration. Avant que je débute, je voulais juste mentionner que nous avons fait un webinaire sur le data mesh, le premier webinaire en mars. C'est un webinaire de 90 minutes. Alors, on est vraiment rentré en détail. Aujourd'hui, on va faire un survol pour ceux qui ont manqué le premier webinaire. Si jamais vous pensez que je vais trop rapidement, n'hésitez pas à aller voir le premier webinaire. Les liens vont être à la fin de cette rencontre. Alors, pour débuter, chez Microsoft, on parle énormément à plusieurs clients à travers plusieurs industries. Et quand on parle aux exécutifs, puis on parle de stratégie, puis de vision, il y a toujours 3 défis ou 3 objectifs qui reviennent constamment. Le premier, c'est autour de la valorisation des données, comment monétiser les données, mais aussi comment démocratiser les données et amener une culture de données. Alors, les discussions sont toujours autour de comment on peut inclure les lignes d'affaires. Alors, on s'entend que ce n'est pas TI qui va valoriser les données, c'est bel et bien les lignes d'affaires. Alors, il faut trouver une stratégie pour être capable d'inclure les lignes d'affaires et créer, dans le fond, une armée qui inclut TI et les lignes d'affaires ensemble pour accélérer la valorisation des données. Mais puisque les lignes d'affaires n'ont pas nécessairement toutes les connaissances TI ou en programmation, ils ne savent pas comment programmer en Python, en Scala ou même en SQL, il faut que TI arrive avec une stratégie. Souvent, on entend les stratégies autour du Citizen Data Analytics, Citizen Data Science. En gros, c'est d'offrir une plateforme qui permet aux lignes d'affaires de valoriser les données sans nécessairement écrire une ligne de code. Alors, c'est des technologies comme le low-code, no-code, ainsi de suite. Le deuxième défi qu'on entend souvent, c'est autour de la protection des données et la sécurité des données. Alors, c'est bien qu'on arrive à démocratiser les données, mais si jamais il y a une fuite de données, les organisations ne sont pas dans une meilleure posture. Alors, c'est là qu'il faut avoir un juste milieu entre les deux, démocratiser les données tout en ayant une stratégie pour sécuriser les données. Et c'est de là qu'on a souvent des discussions autour d'une bonne stratégie autour de la gouvernance des données. Et finalement, le troisième objectif qu'on entend souvent à travers nos discussions exécutives, c'est comment amener de la valeur à faire. Nous, TI, on est trop souvent dans des discussions technologiques, on rentre dans des tripes technologiques, mais on n'a même pas assez de valeur à faire. Et aussi, comment améliorer la collaboration entre TI et les lignes d'affaires. Et c'est de là qu'on entend souvent des discussions autour de des données sont en silo, intégrer les données ensemble pour faire des corrélations coûte extrêmement cher. Souvent, ça peut aller jusqu'à 70% des coûts d'un projet en termes monétaires, mais aussi en temps. Et c'est là que Microsoft, on est très conscient de ça. Et c'est là qu'on a commencé à investir sur les solutions natives sur Azure pour qu'ils puissent s'intégrer facilement ensemble. On a injecté de l'argent pour faire ce travail à la place de nos clients pour que lorsque nos clients utilisent nos solutions natives sur Azure, ils n'ont plus besoin de passer trop de temps sur l'intégration et ils peuvent passer plus de temps sur la valorisation des données. Alors, c'est là que la stratégie pour plusieurs organisations, c'est de déléguer le plus possible à Microsoft, surtout l'intégration. À chaque minute ou à chaque heure que votre équipe passe du temps sur l'intégration qui n'amène pas énormément de valeur, c'est des heures et des minutes que vous perdez dans la valorisation des données. Et avant que je saute dans le data mesh, j'aimerais aussi parler des tendances et de l'innovation qu'on voit dans le monde applicatif. Par exemple, DevOps. DevOps est un concept très, très populaire dans le monde applicatif. C'est rendu un standard. Il n'y a pas d'organisation qui commence un développement applicatif sans avoir une pratique DevOps en place. Et c'est de là que le monde des données, l'analytique et l'intelligence d'affaires, on a décidé de répliquer ce même concept, de réutiliser ce même concept, mais autour des données. Et c'est là qu'on l'a nommé DataOps, MLOps, parce que dans le monde des données, ce n'est pas 100% identique au monde applicatif. Il faut l'adapter un petit peu, mais en bout de ligne, il y a beaucoup d'organisations qui l'ont adopté aujourd'hui et il y a énormément de bénéfices. Ce que je vais amener ici, c'est que le monde applicatif est un peu plus avancé que le monde des données. Il y a plein d'innovations qu'on peut réutiliser sans nécessairement réinventer la roue. Un exemple, c'est le microservice.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le microservice, c'est une application extrêmement complexe, monolithique, centralisée. On le prend, on le distribue à travers des microservices pour aller chercher beaucoup d'avantages, dont la flexibilité, la maintenance, ainsi de suite. Et ce que je vais amener dans ça, c'est que le même concept du microservice peut être appliqué dans le monde des données puis de l'intelligence artificielle. Et c'est de là que le data mesh arrive. En fait, le data mesh, c'est simplement le concept du microservice, mais dans le monde des données, de l'analytique et de l'intelligence artificielle, où ce que tu passes d'un mode centralisé, monolithique, vers un mode plus décentralisé, distribué. Alors, pourquoi le data mesh? Alors, avant que j'explique pourquoi le data mesh, parlons un peu de l'évolution de l'architecture des données. Il y a à peu près 40 ans, en 1980, il y a eu la création du data warehouse. Toutes les données étaient en silo dans des systèmes différents. Puis lorsque tu as besoin de faire une corrélation, c'était extrêmement difficile et c'est là que le data warehouse est arrivé pour centraliser les données pour pouvoir faire de la corrélation du BI qu'on connaît aujourd'hui. Avec le temps, le data lake est arrivé. Alors, data lake, ça veut dire que toutes les données structurées, semi-structurées, non structurées pourront être traitées. Alors, ça a été amené vers les années 2000. Et après ça, vers les années 2010, l'info nuagique, le cloud public est devenu de plus en plus populaire. C'est là que les concepts de data warehouse, data lake est maintenant disponible sur l'info nuagique et ça va chercher tout l'avantage de l'info nuagique, dont l'élasticité et beaucoup d'autres avantages de l'info nuagique. En 2020, il y a eu un nouveau concept autour du Lakehouse qui a été introduit par Databricks, qui est un très beau concept aussi. Et finalement, dernièrement, on commence à entendre parler du data mesh. Alors, c'est quoi la différence? Bien, si vous regardez les 40 dernières années, tous les concepts de data warehouse, data lake, ainsi de suite, Lakehouse, c'est tout un concept de centralisation. La différence avec le data mesh, puis pourquoi il attire autant d'intérêt, c'est que c'est un concept complètement différent. C'est un concept de décentralisation. Et laissez-moi aller plus en détail. Alors, quand on regarde vraiment la vision complète des données, on a dans le fond, d'un côté, les données opérationnelles. De l'autre côté, on a l'analytique, puis au centre, on a dans le fond les données, le data pipeline, l'ETL. Alors, dans le monde opérationnel, c'est souvent là que vous avez vos applications qui vont créer des données. Et c'est de là qu'on dit que c'est les producteurs de données. Après ça, une fois que les données sont produites, une organisation a besoin de les consommer pour faire des décisions intelligentes. C'est là que de l'autre côté, on a besoin de l'analytique. Alors, c'est là qu'on parle des consommateurs de données. Et finalement, entre les deux, c'est l'équipe centrale qui permet, dans le fond, d'amener les données qui sont en silo dans des systèmes opérationnels vers le monde analytique pour les mettre ensemble pour pouvoir faire la corrélation. Si vous regardez un peu les expertises de chaque équipe, le producteur de données, souvent, ils ont toutes les connaissances à faire, puis les domaines, les connaissances autour des domaines. Les consommateurs de données, ils ont souvent toutes les connaissances autour de l'analytique, puis de l'intelligence artificielle, puis du machine learning. Et finalement, l'équipe centrale, c'est l'équipe qui ont toutes les connaissances autour du data engineering, ETL, ELT. Maintenant, les défis autour de la centralisation du data warehouse, du data lake. Souvent, on entend parler du manque de ownership. Alors, il n'y a pas de propriétaire de données et ce qui cause un manquement aussi sur la qualité des données. Souvent, les équipes travaillent en silo, comme je viens de vous le démontrer. Alors, les lignes d'affaires travaillent en silo et les TI aussi travaillent en silo. Il y a un disconnect entre les producteurs de données versus les consommateurs de données. Alors, souvent, les consommateurs de données, quand ils ont besoin de nouvelles données ou quand les données ne sont pas de bonne qualité, les producteurs de données, ils ne soucient pas comment les données vont être consommées, ils pensent juste à produire les données. Finalement, l'équipe centrale devient aussi un peu le bloqueur. Alors, si les consommateurs de données ont besoin d'une nouvelle donnée pour créer un rapport, ils vont soumettre une requête à l'équipe centrale. Puis, si vous connaissez bien dans plusieurs organisations, l'équipe centrale, souvent, il y a un backlog de semaines ou de mois. Alors, si le consommateur de données est chanceux, il va recevoir les données dans les prochaines semaines ou même des prochains mois. Alors, l'équipe centrale devient vraiment le bloqueur dans l'organisation. Alors, c'est simplement pas optimal. Alors, quand on parle d'une culture de données, l'approche de centralisation, souvent, les défis n'est pas optimisé pour une culture de données.
Et c'est de là que le data mesh arrive et qu'on a énormément d'intérêt à travers plusieurs clients aujourd'hui. Ben, c'est quoi le data mesh? C'est un changement de paradigme où est-ce qu'on passe d'un mode centralisé monolithique vers un mode décentralisé distribué. Ça requiert un changement aussi d'organisationnel où est-ce que tu vas créer des équipes de données par domaine. Alors, chaque équipe de données va avoir des producteurs de données qui vont être assis côte à côte avec les consommateurs de données, qui va aussi être assis côte à côte avec l'équipe centrale. Alors, techniquement, les équipes TI vont être vraiment unifiées avec les équipes des lignes d'affaires. Ils vont tous avoir le même objectif. Ils vont tous travailler, collaborer en tant qu'une équipe. Et juste pour finir, Data Mesh n'a pas été inventé par Microsoft, un peu comme Eamon Kimball pour le Data Warehousing ou Dan Lindstedt pour le Data Vault. Zhamak Dehghani, c'est vraiment la fondatrice du concept Data Mesh. Il y a énormément d'articles puis de vidéos. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage d'aller voir plus d'articles qui ont été créés par Zhamak. On va vous inclure quelques liens à la fin de cette présentation. Alors, Data Mesh, rapidement, c'est basé sur 4 principes. Premier principe, avoir une décentralisation des données par domaine. Traiter les données comme un produit. Troisième principe, c'est créer une plateforme de données libre-service qui va amener de l'autonomie aux équipes de domaine de données. Et finalement, la dernière principe, le quatrième, c'est avoir une gouvernance fédérée et un écosystème interopérable. Et avec ces 4 principes, vous êtes supposé d'être capable d'aller résoudre les problèmes que je liste à la droite, dont la démocratisation des données, avoir une culture de données distribuée, avoir des propriétaires de données, avoir une bonne protection des données, de sécurité, la gouvernance, mais en bout de ligne, aller chercher de la valeur à faire, puis mettre TI, puis aider la collaboration entre TI puis les lignes d'affaires pour qu'ils ne travaillent plus en silo. Alors, si vous regardez comme du monde, pourquoi Azure Synapse est un bon fit pour un data mesh? Bien, data mesh, c'est un concept quand même qui requiert une plateforme et non une solution. Il faut que votre plateforme inclue des outils autour de la gouvernance de données, autour du DevOps, autour de l'intelligence artificielle, autour du partage de données, autour de la visualisation des données, mais même un autre composant que je n'ai pas nommé ici, mais c'est autour de la production des données. Alors, c'est là que Synapse a une intégration native avec Purview pour la gouvernance, une intégration native avec DevOps, Azure DevOps pour tout ce qui est DataOps, MLOps, une intégration native avec Azure ML pour tout ce qui est AI, ML, une intégration native avec Power BI pour tout ce qui est visualisation, puis une intégration native avec Azure Data Share pour pouvoir partager les données. Data Mesh unifie aussi le monde opérationnel avec le monde analytique, comme je vous ai mentionné, à travers une architecture Data Hub. C'est là que dans Azure Synapse Link, il y a une fonctionnalité qui te permet d'aller faire des requêtes directement dans les données opérationnelles sans affecter le système opérationnel. Benjamin va potentiellement faire une démonstration par la suite et ça va vous permettre, dans le fond, d'aller créer des domaines de données plus rapidement sans nécessairement créer du ETL. Et finalement, nous avons aussi sur Azure une plateforme unifiée de bout en bout. Alors, chaque domaine de données a des données différentes. C'est pas vrai que chaque domaine de données va suivre la même architecture. Alors, nous, Microsoft, notre vision, c'est offrir une architecture multiple, puis Benjamin va passer à travers les différents patterns, qui va choisir le meilleur pattern pour le domaine de données. Alors, en sommaire, pourquoi Data Mesh pourrait être un bon fit pour votre organisation puis une bonne stratégie? Si je reviens dans les top 3 priorités ou objectifs dans les discussions exécutives, en termes de culture de données puis de valorisation des données, ben le Data Mesh, c'est comme un framework ou une structure qui va promouvoir le partage de données, la publication des données, la découverte des données, mais aussi créer des équipes de données où ce que TI va être assis côte à côte avec les lignes d'affaires et le focus va être dans l'accélération de la chaîne de valeur. La deuxième objectif dans les exécutifs, c'est aussi la gouvernance des données, la sécurité, la qualité des données. Ben, le Data Mesh, c'est une structure, c'est un framework qui va renforcer
la gouvernance des données par défaut. Alors, si vous vous rappelez, un des 4 principes, le principe numéro 4, c'est avoir une bonne gouvernance fédérée. Alors, si vous commencez dans le data mesh puis vous ne suivez pas un des 4 principes, bien, vous avez déjà manqué le data mesh. Et le troisième point, c'est dans le fond la création de la valeur à faire. Mais celui-là est extrêmement important. C'est que ça va pousser les équipes à traiter les données comme un actif à faire. Et ça va aussi pousser les équipes à toujours prioriser la création de la valeur à faire à place d'avoir des discussions trop techniques et technologiques qui n'amènent pas nécessairement de la valeur. Et finalement, je vais juste finir par data mesh. Ce n'est pas un remplacement d'un data warehouse ou d'un data lake, c'est un alternatif. Si votre organisation a des modèles de données très simples avec très bas volume de données, bien, le data lake ou le data warehouse pourrait être quand même un bon fit dans votre cas. Mais si votre organisation est très complexe avec une très haute volumétrie de données, avec énormément de domaines de données et que vous avez déjà essayé la méthode de centralisation puis que ça n'a pas fonctionné, bien, data mesh pourrait être parfaitement un bon candidat. Alors, c'est tout pour la partie stratégie. Je vais passer dans le fond au sondage avant qu'on redonne la parole à Benjamin. Écoute, merci beaucoup, Robert. C'est le bon contenu, très bon contenu. On comprend bien le concept de la centralisation, collaboration. Puis on comprend aussi que l'ensemble des services infonuagiques qu'offre l'écosystème de Microsoft vient bien supporter ce concept-là, le concept et sa mise en place. Le petit sondage que j'aimerais vous faire avant de passer la parole, le contrôle à Benjamin, c'est un petit sondage comme on fait souvent dans nos webinaires. Donc, je vous envoie le sondage. Puis si vous pouvez prendre une minute pour un clic, même pas une minute, quelques secondes pour cliquer. Après coup, je pourrais présenter les résultats. Donc, le sondage est-ce que vous considérez Data Mesh comme une bonne stratégie de données pour votre organisation? Juste répondre par oui, par non. Nous allons l'évaluer dans 6 mois. Donc, je pourrais à ce moment-là présenter les résultats de groupe. Donc, pas, puis vous pourrez comparer contre le groupe, là, votre opinion ou votre situation vis-à-vis le groupe. Fait que normalement, je laisse à peu près une minute. Là. Je vais laisser encore un 5 secondes. Puis vous ne devez pas être en mode plein écran pour répondre aussi. Ça, c'est important. Donc, si vous répondez dans 5, 4, 3, 2, 1, alors à ce moment-là, je vais fermer. Et merci beaucoup. Je vois que 85% des gens ont répondu après une minute. C'est très bien, merci beaucoup. Je ferme le sondage et je vais sharer les résultats. Donc, oui, à 71% des participants considèrent Data Mesh comme une bonne stratégie. Non, 12%. Et l'évaluation va se faire dans les 12 prochains mois, dans les 6 prochains mois pour 18%. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. C'est très apprécié. Donc, sur ça, je vais partager le contrôle de la présentation à Benjamin pour qu'il poursuive avec sa présentation. Donc, Benjamin, je viens de faire un sharing du contrôle à toi. Alors, si tu peux présenter ou show my screen de ton côté, tu pourrais présenter les slides. Benjamin? Oui, un instant. Je fais ça dans quelques secondes. OK, pas de problème. Écoute, non, c'était super intéressant, Robert, de ton côté. Puis, je pense que ça va être bon aussi de voir comment on concrétise avec les architectures et la mise en place de Data Mesh. Avec des exemples. Est-ce qu'on voit mon... Oui, d'après GoToWebinar, on voit mon écran. On voit ton écran, on t'entend 5 sur 5. Merci, je te laisse la parole. Merci. Donc, merci Robert pour avoir fait la belle introduction sur le pourquoi du data mesh et puis sa raison d'être. Donc, c'est sûr que côté stratégique, il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau de l'organisation pour pouvoir entreprendre le journey dans le data mesh. Par contre, aussi dans la partie technologique, peut-être un peu moins compliqué, mais il y a un message qui est très clair quand on pense à le côté technologique d'un data mesh. C'est de vraiment regarder ce qu'on appelle une approche polyglot, c'est le best fit engineering. On veut vraiment positionner la meilleure plateforme et le meilleur service pour faire le travail qui est demandé. Donc, c'est trop souvent qu'on voit que les organisations essaient de prendre un marteau pour faire toute la job, tandis que des fois, ça prend un tournevis. Puis encore là, il y a plusieurs versions du tournevis qui peut être utilisé.
Donc, c'est vraiment d'être pointu puis être très efficace dans l'implémentation d'un data product en targetant les solutions qui font du sens. Robert a aussi parlé des organisations qui sont complexes. On ne peut pas avoir une organisation aussi complexe qu'un domaine bancaire. Si on pense aux différentes lignes d'affaires dans un domaine bancaire, comme l'investissement, le risk management ou loan approvals, c'est toutes des lignes d'affaires qu'eux, ils ont leur projet et puis ils ont leur vision de comment ils veulent gérer les données. Et puis même, je vais aller encore un peu plus loin, il y a différentes bancaires où les lignes d'affaires sont traitées comme des entités légales différentes, qui fait que le partage de données entre ces entités légales deviennent complexes. Là où vient les problématiques de faire la centralisation des données et puis les data warehouses, les data lakes entreprises, quand que les lignes d'affaires ont des limitations, comment que les données peuvent être partagées. Le data mesh, dans ce contexte, fonctionne très bien à cause que le owner du data est redevenu à la responsabilité de la ligne d'affaires ou bien du owner du data product. Ce qui fait qu'eux peuvent gérer leurs données, la sécurité, et ils dictent comment que les données peuvent être partagées aux autres data products. Donc, si on regarde un peu comment que l'industrie peut se mesher dans un data mesh, on a bien sûr un exemple ici où le Customer Interaction pourrait partager des données avec Loan Approvals et ainsi de suite, repartager avec le Risk Management que lui consomme des données de mortgage et Loan Approval. Donc, c'est vraiment le concept de bâtir des produits qu'eux-mêmes donnent une valeur très précise et puis de repartager l'information à la possibilité de consommation à d'autres data products, ce qui fait que le mesh se bâtit, right? Donc, le mortgage, lui, il répond à un besoin qui est très spécifique. Par contre, il réalise qu'il y a des données qui génèrent, qui peuvent être potentiellement intéressants à d'autres data products et c'est sa responsabilité de le mettre dans un mode de partage qui peut être reconsommé par un autre data product. Je vais rentrer un peu dans les patterns un peu plus tard, mais c'est juste pour commencer à regarder comment ça fonctionnerait. Le data mesh est vraiment chevauché sur deux piliers très importants. On parle de la gouvernance. Donc, bien gouverner l'information. Donc, c'est une question de mettre un catalogue en place pour que le monde ait une connaissance de ce qui est disponible dans le landscape de data de l'organisation. Et puis aussi mettre en place toute la sécurité et l'accessibilité à la donnée. Donc, c'est là où les TI, dans un mode central ou un mode qui est transversal à l'organisation, rentrent en contexte. Donc, eux deviennent plus un gatekeeper de la sécurité et puis de mettre en place les patterns de déploiement de data product. Donc, eux, ils développent des patterns qui sont standards, qui suivent les besoins de l'organisation, que ce soit déployé dans les private endpoints, que les audits soient mis en place pour avoir un contrôle de la consommation, et puis de développer les patterns de consommation, et ainsi de suite aussi promouvoir ce qu'on appelle le self-serve data as a product. Donc, les TI deviennent moins responsables de les données, puisque ça, c'est redonné aux lignes d'affaires et puis aux data products, mais devient responsable de comment que les données vont être consommées et puis qui s'assuit les best practices de l'organisation. Donc, un peu plus en détail, ici, on peut voir que quand on parle de la gouvernance fédérée, si on parle de, bien sûr, cataloguer l'information, générer un bon glossaire, s'assurer que le lineage est mis en place pour voir que quand on consomme des données à la source et qu'on la transforme et qu'on la repartage à nos data products, qu'on ait une traçabilité de toute la consommation de ce données, à donner du insight sur comment que les données sont utilisées et puis assurer l'interopérabilité entre les data products. En bas, quand on passe à la couche de TI, donc c'est eux qui vont gérer ce qu'on appelle l'infrastructure as code, donc déployer les patterns de data product pour assurer l'automatisation de ces déploiements, la validation et de comment provisionner ces ressources-là dans Azure pour être utilisées par les lignes d'affaires. Et puis encore là, le point qui est très important, c'est s'assurer que le contrôle d'accès est bien mis en place avec les audits, les access rights, les policies, tout ça. Et ensuite de ça, c'est comment promouvoir l'accès à la donnée. Donc, c'est sûr que le data product ne peut pas exister si on ne repartage pas les données. Donc, si chaque data product se crée de la source, bien là, on n'est plus un data mesh, on est rendu un hub and spoke. Donc, le concept du data product, c'est de repartager l'information à d'autres data products pour pouvoir rebâtir une autre solution à partir d'une solution existante. Pour ce faire, il faut avoir une bonne pratique de self-serve
avec un concept de data discovery et puis promouvoir ce qu'on appelle le domain-oriented data teams. Donc, c'est des équipes qui sont orientées par domaine pour pouvoir promouvoir leur data. Ensuite, quand on regarde les lignes d'affaires, l'étape suivante qui est logique, c'est commencer à appliquer des patterns d'architecture sur ces data products-là. Donc, on parle de Custom Interaction. Donc, Custom Interaction pourrait probablement bénéficier de ce qu'on appelle d'un pattern d'implémentation architecturale de Real-Time Analytic Transaction. Donc, comment traiter les données en temps réel. Versus un risk management, eux pourraient peut-être potentiellement utiliser un pattern de data warehousing. C'est l'analyse sur de la volumétrie à haut volume. Versus un loan approval où on est très proche de la source parce qu'on veut pouvoir faire un real-time scoring sur l'approbation d'un loan. Donc, lui, vu que ça s'attache à la source, ça serait peut-être plus un data hub. Ces genres de patterns-là, je vais les découvrir un peu plus en détail. Si on regarde un peu comment un data product est bâti, donc il y a un input, bien sûr, que ce soit la source directe, que ce soit un autre data product, et puis un output. Okay? Donc, le output est probablement un rapport, ou ça pourrait être aussi un API qu'un autre data product peut être consommé. Ça pourrait être un fichier sur un data lake, ou bien même ça pourrait être des données dans une table, dans un SQL pool de Synapse. On assure que les données sont découvrables via un catalogue pour ensuite promouvoir le partage et la consommation via d'autres data products. Et ensuite, mettre en place les proper audits pour pouvoir contrôler l'accès et puis avoir un lineage complet de comment que l'information est consommée. Si on applique ça un peu dans un exemple de credit monitoring, où le data product feederait des données on-prem peut-être un autre data product qui existerait pour ensuite avoir des solutions comme Data Factory, Databricks, peut-être Synapse et Data Lake. Okay. Donc là, les données passeraient à travers la moulinière des zones, que ce soit Raw Curated the Gold ou Published Curated Raw, pour ensuite créer un partage de données, ce qu'on appelle Loan Approval, que lui utiliserait un Azure Synapse Analytics avec Power BI pour faire l'analytique. Donc, on peut voir que chaque nœud utilise la stack technologique qui fait du sens, OK? Et puis, l'information est ensuite repartagée à un autre data product pour pouvoir être consommée. C'est sûr que la première question que j'entends, c'est bon, est-ce qu'on va commencer à créer un data lake par data product? Bon, la réponse est pas, on va dire oui. Ça va dépendre beaucoup de comment que l'organisation veut contrôler l'accès. OK? Donc, est-ce qu'on va faire une ségrégation plus ferme des données en créant des multiples data lakes? Est-ce que les entités légales de chaque ligne d'affaires ont le droit de partager des données? Oui, ben non, ça pourrait peut-être avec un data lake entreprise. Est-ce qu'on va créer plus qu'un environnement Synapse? Encore là, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez avoir une séparation complète de tous les artefacts dans la workspace? Donc, une séparation complète des notebooks, des scripts, avoir un environnement Synapse par équipe. Donc, c'est une stratégie d'organisation versus plus une stratégie de data product. Donc, on ne promouvoit pas une profilérance de services à déployer. C'est vraiment de regarder le cas par cas et voir qu'est-ce qui fait du sens pour l'organisation en tant que telle. Parce qu'un data product ou 15 data products peuvent être servis par un data lake et un Synapse Analytics. Donc, on est vraiment au cas du cas pour voir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Et puis ici, on voit que Risk Management aussi sera un autre nœud. Donc ici, je vais commencer à regarder un peu les patterns. Okay? Donc, on a vu précédemment que dépendant les lignes d'affaires et puis les projets qui seraient en place, on mettra en place certains patterns technologiques pour répondre aux besoins. En partant, on regardait l'Operation Data Hub. Je n'irai pas dans la description de chaque service à cause qu'on n'aurait pas assez de temps. Par contre, un Operational Data Hub, c'est où on aurait besoin de faire une analyse sur des données opérationnelles pour occasionner faire de l'analytique sur des données opérationnelles sans avoir de mouvement de données. Donc, c'est zéro impact à la production via le service qu'on appelle Azure Synapse Link. On aurait aussi le concept de machine learning où ce que Synapse Analytics pourrait être utilisé pour faire du machine learning, soit avec le Big Data Cluster
avec l'intégration de Azure Machine Learning Service ou bien même avec Azure Databricks si vous avez déjà une implémentation de Databricks. On aurait le pattern de Data Warehouse ou via le Data Lake et le Azure Synapse avec le Big Data Pool ou le SQL Pool pour pouvoir faire l'analyse sur des données à très haut volume. Donc, c'est là où on regarde plus le self-serve ou bien faire du BI, si on veut bloguer Power BI ou faire des dashboards. On aurait tout ce qui est la partie real-time où on utiliserait Azure Synapse Analytics avec peut-être un Stream Analytics ou un Data Explorer pour faire l'ingestion de données à temps réel. Donc, on parle des données qui bougent très vite, peut-être faire même du Time Series Analysis. On regarde encore un pattern d'analytique en temps réel, mais en mode plus transaction. Ça, j'ai un exemple de ça dans ma démo que je vais pouvoir vous montrer. Tout data product ne vivrait pas si on ne partagerait pas les données. Donc, la prochaine section de slide, on va regarder un peu les best practices ou bien certains patterns qu'on pourrait utiliser pour partager les données. Donc, première chose, c'est qu'on préfère un snapshot de Synapse. Donc, en utilisant un service dans Azure qui s'appelle Azure Data Share, on pourrait faire des snapshots de données, donc faire un Delta Refresh de données qui sont dans ton SQL Pool à travers un snapshot. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire du snapshot sur un autre tenant Microsoft. Donc, on n'est pas lié à notre tenant. Donc, si vous voulez faire des partages avec un partenaire ou un autre client qui existe dans Azure, qui n'est pas nécessairement à vous, donc on pourrait utiliser ce concept-là. Donc, ça vous permet de faire du multi-tenant sharing. Le latency est très bas pour la consommation parce que les données sont physiquement copiées. Par contre, vous gardez quand même contrôle des données qui sont copiées et puis vous pouvez mettre un time bomb sur comment long les données peuvent être partagées. On a la même chose de Snapshot, mais c'est à partir de Data Lake. Celui, c'est Synapse, lui, c'est à partir de Data Lake. Donc, on peut faire du multi-tenant sharing, mais à travers des données qui seraient sur la Data Lake. On peut faire aussi du zero copy sharing, donc à travers ce qu'on appelle les linked services. Donc, si les données sont dans le Data Lake, on peut spinner un Azure Synapse Analytics, créer un Synapse Link sur le Data Lake et puis consommer directement sans faire de mouvement de données. Donc, ça permet de faire de partage quand même assez facile sans avoir à dupliquer les données dans l'organisation. Et puis aussi, on prend en charge les polices de sécurité déjà mises en place sur le Data Lake original. Et le dernier, ça serait les partages via un API, donc avec Azure Functions et puis API Management. En utilisant Cosmos DB comme étant la plateforme pour donner la latence la plus rapide, on est capable de pousser les données de Azure Synapse Analytics dans Cosmos DB, fronter un API. La raison principale de cette approche, c'est que ça permet de faire du partage de données à l'extérieur d'Azure. Donc là, on peut partager avec n'importe qui parce qu'on n'est pas lié à que le client soit un membre de Azure. OK. Si on regarde ça un peu en pratique, OK, on retourne un peu à notre pattern original où ce qu'on avait Customer Interaction et Risk Management. On avait commencé à mettre en place des patterns. Donc, on dit que Real-Time Analytics pour Customer Interaction, Machine Learning pour Investment. On avait Data Warehouse pour Risk Management. Et puis, on commence à appliquer les patterns qu'on a regardés. OK, donc, Customer Interaction, on aurait un Synapse Analytics avec un Data Lake. Mortgage, on aurait un autre Synapse avec potentiellement Databricks pour faire le AI. Et puis, Risk Management, c'était du Data Warehousing. Après ça, on regarde comment que les données sont partagées. Donc, en Customer Interaction et puis Data Lake, on a pris un Link Service à cause qu'on est dans le même tenant. On voulait garder les mêmes Access Policies sur le Data Lake et puis c'est partagé à travers le Data Lake. Par contre, le Risk Management, c'est du haut volume. Lui, il voulait avoir une copie des données. On a utilisé le snapshot du Data Lake avec le service de Azure Data Share. OK? Donc, on voit comment on implémente les Data Product Patterns pour développer les Data Products, les Data Sharing Patterns pour partager l'information entre Data Products et puis pour donner un mesh qui est complet. OK? Je vais faire un switch de mon partage d'écran. J'espère que ça va fonctionner. Juste en attendant, Benjamin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le panneau de questions prévues à cet effet. OK. Merci. Merci. Oui, désolé, je vais assez vite parce qu'une heure, c'est pas beaucoup de temps, puis je vais vous montrer un peu un peu un démo. Donc, ici, j'ai l'ingestion de données Wikipédia. Donc, Wikipédia, c'est bien sûr, on connaît tout, c'est une banque d'informations qui est user-consumed puis user-provided.
Wikipédia génère des fichiers CSV compressés en JZ à l'heure sur l'Internet. C'est un dataset qui est public. Qu'est-ce que je fais ici? C'est que moi, j'ai un trigger qui roule à chaque 30 minutes, okay, qui lui va aller chercher des Wikipédia. Il va ensuite les prendre, il va les copier sur mon data lake. Okay? Donc, je n'irai pas dans le détail de mon Data Factory. Data Factory, bien sûr, c'est l'orchestrateur d'un mouvement que j'ai pris pour faire le travail. Le bout de l'honneur, c'est que c'est une copie de données, okay, qui prend les données d'un site web, okay, et puis il le sync dans mon data lake, okay, en fichier binaire en format JSON, en format JZ. Okay. Qu'est-ce qui se passe après? Okay, si je regarde dans mon RAW, j'ai des données qui sont stockées dans mon data lake. Ici, je regarde Wikipédia. Okay, donc, j'ai plein de fichiers qui sont générés à l'heure en format JZ. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti un event dessus. Okay? L'event, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à chaque fichier qui est déposé, on trigger un event qui, lui, envoie ça dans un event grid. Event grid, c'est un système qui permet de gérer un peu de la messagerie, mais à haut flux de données. Et puis, le Event Grid, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est attaché à une action dans un Synapse Analytic. Okay? Mon Synapse Analytic, il est basé sur un Event Grid qui, lui, répond à un trigger, okay, qui fait qu'il exécute un notebook. Okay? Puis, le notebook qui est exécuté, c'est lui ici. Donc, paramétrisé, okay, il exécute un Data Factory qui exécute un notebook. Le notebook, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reçoit en paramètre le path du fichier et le convertit. Mon notebook, il a été écrit en C# pour rouler sur un Big Data Cluster de Synapse. Il le prend, il fait un peu de data engineering pour le standardiser et puis le réécrit en format Parquet. Okay? Donc, le tout est mon data product. Okay? Ensuite de ça, sur ça, je fais de l'analyse avec soit SQL Serverless ou bien je fais de l'analyse avec Power BI. Donc, le data product en tant que tel ingère des données de Wikipédia, les transforme et puis le stocke sur le data lake. OK. Ensuite, j'ai bâti un autre data product. Mon data product, c'est un Synapse Analytics parce que je veux bâtir un peu d'intelligence sur les données Wikipédia. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que j'ai un environnement qui est complètement nu. OK? Donc, j'ai pas de base. J'ai un Spark, j'ai mon data lake par défaut. OK? Qui fait que je peux accéder à pas grand-chose sur la plateforme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller ici, je peux faire un plus dans Data, puis je peux connecter à External Dataset. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me connecter directement à mon Data Lake. Okay? Donc, je prends dans ma souscription, dans mon Curated. Okay? On va faire un petit test pour être sûr. Connect, perfect. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que je suis en train de créer un link service à mon data lake qui existe dans mon data product numéro 1. Et comme résultat ici, j'ai un data lake qui a été rajouté ici. Et puis, je peux commencer à voir que les données qui ont été transformées dans mon data lake, dans mon data product précédent, et je peux avoir accès à toutes mes fichiers Parquet dans lesquels je travaillais. Donc, ici, je peux faire un top 100. Donc, on peut voir vraiment facilement comment que j'ai spinné un autre data product. Là, je n'ai pas montré l'infrastructure à cause que je n'ai pas le temps d'exécuter ça live, mais on pourrait faire des scripts Terraform très faciles pour pouvoir déployer, ou bien même avec des templates ARM, pour déployer le data product, qui dans mon cas, c'est une instance Synapse, et puis me connecter directement au data lake d'un autre data product, et puis je consomme les données. Ça s'est fait en espace de quelques minutes. Donc, déjà là, j'ai accès à l'information. Deuxième chose que je peux faire, c'est que je peux ici encore connecter à un External Data Source. Je peux commencer à me connecter à un entrepôt opérationnel. Donc, ici, j'ai un Cosmos DB dans lequel je load des données de Twitter. Okay? Donc, j'ai 2 sets de Twitter, des tweets sur les nouvelles, des tweets sur la technologie. Et ce qui me permet de, après, commencer à créer un peu d'intelligence sur les données qui existent dans Twitter. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Cosmos DB permet de faire une intégration native avec Synapse pour pouvoir justement vous donner l'accès à les données opérationnelles sans faire de mouvement de données.
Donc ici, je préfère un load stream to container qui me permettrait de, en temps réel, commencer à faire l'analytique sur les données qui rentrent dans ma base de données Cosmos DB en temps réel. Donc, ça vous donne un peu l'idée de comment un data product peut être spiné, consommer à la fois des données batch, des données stream, avec très peu d'ETL à mettre en place à cause qu'on va utiliser le fait que c'est une plateforme intégrée dans Azure avec des services qui sont très bien interconnectés entre eux. Donc, ça complète le démo avec un 8 minutes. Je vais donner la parole à André pour voir si on a des questions. C'est bon. Écoute, merci beaucoup, Benjamin, pour la présentation, je dirais quand même assez rapide, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à couvrir, puis tu as réussi à couvrir beaucoup en fait, toute la présentation des possibilités des architectures pour l'implantation de DataMesh, avec la démo aussi de son implantation, les échanges entre les data products, etc. C'était très bon, merci beaucoup. Dans la présentation qui vous sera acheminée, là, vous obtiendrez tous les liens de référence. Là. Je sais que Robert en faisait aussi mention tout à l'heure. Donc, vous aurez autant les liens pour des différents webinaires qui couvrent peut-être sur une plus longue période la présentation de DataMesh. Puis les liens aussi à travers, en fait, la créatrice, là, de DataMesh, Zhamak Dehghani, je pense qu'on peut prononcer. Fait que c'est sûr et certain que dans les liens de référence, vous pouvez tout consulter ces éléments-là. Donc, puis si vous avez, là, juste avant de passer à la période de questions, je n'ai pas reçu beaucoup de questions. S'il y en a qui ont des questions, levez votre main ou tout simplement dire j'ai une question dans le panneau de questions. Mais sinon, à la conclusion, avant de passer à la période de questions, j'espère que vous avez appris davantage sur le concept DataMesh, grâce à la revue de la stratégie, des principes, les problématiques que ça vient régler, et aussi avec les exemples d'architecture et de patterns, puis de la démo qui ont été présentés aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. L'écosystème, on le voit très bien, l'écosystème complet et intégré de Microsoft vient très bien supporter l'implémentation de DataMesh pour les organisations qui veulent exploiter et valoriser davantage leurs données d'une manière, je dirais, beaucoup plus stratégique. Donc, évidemment, pour commencer dans ce domaine, il faut débuter avec la bonne façon et surtout être inspiré des bonnes pratiques. Là. Dans tous les cas, n'hésitez pas pour demander de l'accompagnement. Je regarde le panneau de questions. On n'a pas reçu beaucoup de... En fait, si vous avez des questions, levez vos mains, s'il vous plaît, parce que sinon, moi, j'en aurais peut-être une que je pourrais poser à Robert et à Benjamin. Ah, une ici. Bonjour. Pouvez-vous clarifier les nuances pour vous entre DataMesh, Data Fabric et la virtualisation des données? Alors, je ne sais pas si Robert ou Benjamin. Ouais, ça, c'est super de bonne question. Puis on l'a souvent. Data Fabric, c'est beaucoup plus des microservices. Donc, je te dirais qu'un data product pourrait être bâti sur un Data Fabric aussi. Donc, la décortication d'un Data Fabric est beaucoup plus petite. Je te dirais que même que le Data Fabric ressemble beaucoup à des microservices qu'on regarde dans le monde applicatif. La virtualisation est quelque chose qui est utilisé aussi dans un data product. Okay? Donc, vous avez vu un peu dans ma démo, j'ai fait un peu de virtualisation en voulant dire que j'ai fait des requêtes de données qui restent sur le data lake, donc je n'ai pas vraiment fait de mouvement de données. Donc, je te dirais que la virtualisation va complémenter le data mesh beaucoup. Donc, en gros, je dirais que la virtualisation complémente le data mesh et puis le data fabric pourrait aussi être utilisé pour bâtir des data products. Okay. J'espère que ça répond un peu à la question. J'aimerais ça complémenter sur Benjamin. Là, dans notre webinaire, notre premier webinaire, on en a parlé de la virtualisation des données aussi. On a fait un pour et contre, mais en bout de ligne, Benjamin a donné la bonne réponse. Mais si jamais vous voulez aller plus en détail sur la virtualisation, on en parle dans le premier webinaire. Mais effectivement, la virtualisation fait partie de la solution du data mesh.
C'est pas un remplacement. C'est-tu du marketing? Ouais, ça c'est une très bonne question parce que il y a beaucoup de personnes qui mettent des patterns, puis c'est comme plus une question de marketing. Je dirais non, pas vraiment. On a quand même des gros clients là, au Canada, même au Québec, qui sont full pin data mesh. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez nouveau comme concept. Ils sont pas toutes en production. C'est un gros bateau à virer là, d'aller vers une approche data mesh. Mais non, c'est pas vraiment. Je dirais pas que c'est juste du marketing. Ça aide vraiment les organisations à être un peu plus flexibles dans la manière qu'ils approchent leur projet. Parce que combien de fois qu'on entend que les TI ralentissent la business? C'est hallucinant. On entend ce commentaire-là de façon régulièrement. Et puis, Data Mesh vient un peu pallier à ça. Oui, puis pour rajouter ça là-dessus, là, le data mesh, ça vient pas de Microsoft. C'est clairement pas quelque chose qu'on essaie de pousser. Là. Ça vient vraiment de nos clients. Nos clients nous ont demandé notre opinion sur le data mesh, un peu comme le data warehouse, le data lake, le data vault, Immune, Kimball. On les supporte tous. Hein. En fait, en bout de ligne, Microsoft Azure, on veut avoir une plateforme flexible puis vous aider à implémenter le concept qui est le mieux aligné pour votre organisation, que ce soit data mesh ou pas. On est juste là pour vous donner un peu notre opinion là-dessus. Il y a des pour et contre. On ne dit pas que c'est un remplacement, c'est pour ça qu'on dit que c'est un alternatif. Et si jamais ça vous intéresse, bien, on vous a aussi montré comment on peut l'implémenter avec Azure. Alors, c'était plus ça, parce que souvent, dans les discussions qu'on voit, les articles sur le data mesh, c'est très haut niveau, puis ça ne donne pas de détails. Puis là, ils ont demandé à Microsoft, peux-tu être plus prescriptif? Si jamais ça nous intéresse, c'est comment qu'on peut faire ça? Et c'est là que Benjamin a vraiment fait un bon travail pour vous montrer comment, mais on ne vous dit pas que si vous n'allez pas vers le data mesh, vous allez manquer le bateau. Pas du tout. Alors, à vous de décider si vous restez avec data mesh, data lake ou data warehouse. Moi j'avais une question quand même assez ouverte, là, parce que il y a quand même des défis à l'implémentation de data mesh, puis autant au niveau de l'architecture en tant que telle que organisationnelle, hein, on comprend, il y a une collaboration étroite qui est à mettre en place, une décentralisation et tout ça. Mais en termes de défis, selon vous, là, Robert Benjamin, quels seraient comme les plus grands défis à l'implémentation de data mesh, là? Je sais qu'il nous reste comme une minute, là, mais je sais pas si ça va une opinion. Je vais aller avant, puis je vais laisser Benjamin aussi renchérir. Mais moi, je pense que le plus gros défi du data mesh, c'est premièrement, je dirais, un concept un peu plus compliqué que la centralisation. Un peu comme les microservices aussi, veut pas, c'est un peu plus compliqué que juste avoir une application monolithique. Et deuxièmement, ça prend aussi je te dirais, le support exécutif, parce que c'est un changement organisationnel. Là. Tu vas commencer à créer des équipes de données et c'est un changement qui pour venir accélérer la création de la valeur autour des données. Ça vient aussi changer la collaboration entre plusieurs lignes d'affaires et TI. Alors, tu sais, le mode traditionnel organisationnel où ce que TI est d'un côté, puis après ça, chacun des lignes d'affaires travaille de leur côté. On vient complètement changer tout ça. Alors, si jamais vous n'avez pas le support de vos exécutifs pour faire le changement organisationnel nécessaire, bien, c'est sûr que présentement, ce n'est pas juste une discussion TI ici. C'est une discussion stratégique, organisationnelle. Puis là, il y a une partie que TI va le faire, un peu comme la gouvernance de données. C'est une gestion, mais ça prend aussi des data stewards qui viennent des lignes d'affaires. Ça prend aussi un changement de processus, ainsi de suite. Alors, toute la discussion autour de la gouvernance de données, souvent, les compagnies ont énormément de misère. C'est parce que c'est TI qui prend le front puis qui pense que juste le changement technologique va être nécessaire puis ça va avoir du succès. Mais non, c'est beaucoup plus que juste TI. Puis data mesh, c'est la même chose d'après moi. OK, c'est bon. Écoutez, sur ça, il est déjà midi une. Merci énormément, Robert. Merci énormément, Benjamin. C'est extrêmement apprécié comme présentation. Et c'est mon dernier sondage. Là. On va envoyer encore un petit sondage. Puis, ceci conclut là, notre webinaire aujourd'hui. Je vous rappelle, vous allez recevoir l'enregistrement et la présentation. Donc, un gros merci à tout le monde pour votre participation. Surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches.
Donc, merci, bonne journée à tous et toutes. Et n'oubliez pas de profiter des plus longues journées de l'année parce que la semaine prochaine, les journées commencent à raccourcir. Et pour les fans du Canadien, ben, bon match de hockey ce soir. Donc, merci beaucoup de votre participation. À bientôt.